Donc on va passer à la communication suivante de Nadia Habib sur l'état de l'art de la lithotricie extracorporelle. On avait mis beaucoup d'espoir sur la lithotricie extracorporelle, pensant qu'il n'y aurait plus de calcul grâce à cette machine. Manifestement, ce n'est pas le cas. Messieurs les modérateurs, chers confrères, merci de m'avoir invité aujourd'hui. Donc on m'a demandé de parler de la LEC, donc de la lithotricie extracorporelle. Donc juste un petit mot d'histoire. Donc au départ ça a été mis au point par des ingénieurs munichois. Donc Dornier, qui travaillait dans l'aérospatial, s'est aperçu que les avions, en fait, quand ils passaient le mur du son, il y avait des micro-corrosions au niveau des petites gouttes d'humidité qu'il y avait sur les avions, donc dues aux ondes de choc acoustiques. Donc il a étudié le phénomène et appliqué à la médecine. Donc ça a été appliqué à l'homme en 1980 par Chaussy, munichois aussi. Et le premier lithotripteur extracorporel disponible en France, c'était en 1984. Donc le principe, c'est donc la fabrication, la focalisation et la diffusion d'ondes de choc acoustiques qui produit un phénomène de cavitation du gaz qui est dissous dans les tissus. La succession des ondes de choc forme des bulles de gaz qui s'organisent en grappes ou en clusters, et les clusters exercent sur la surface du calcul des forces de distorsion et de pression qui aboutissent donc à la fragmentation des calculs. Donc il y a eu différents types de générateurs construits au fur et à mesure des années. Donc le premier système, c'était un système électro-hydraulique. Donc en fait, c'est des décharges brutales d'électricité, des arcs électriques qui fabriquaient les ondes de choc. Ensuite, il y a eu le système électroconductif qui avait une meilleure stabilité de la puissance des ondes de choc. Ensuite, il y a eu le système piézoélectrique. Donc là, c'est des décharges électriques qui en fait faisaient de la compression et de la dilatation de quartz, qui produisaient donc les ondes de choc. Puis le système électromagnétique. Donc là, c'est les décharges électriques qui produisent un champ magnétique dans lequel une membrane métallique va bouger et produire les ondes de choc. Donc évolution comme ça des différents générateurs qui vont se focaliser, et après on va pouvoir focaliser ces ondes de choc directement sur les calculs. Donc la diffusion des ondes de choc, on va avoir une perte d'énergie quand on va changer de milieu acoustique. Donc il y en a très peu, et ces changements de milieu acoustique vont provoquer la cavitation et donc derrière la fragmentation des calculs. Dans l'eau, il y a très peu de perte d'énergie. C'est pour ça qu'au départ, les machines de LEC, c'était les baignoires. Donc on immergeait en fait le patient dans l'eau et le générateur, les ondes de choc traversaient l'eau puis le corps. Actuellement, en fait, on a des espèces de boules, de ballons gonflés d'eau, et ensuite on fait le contact entre le ballon et le patient avec du gel d'échographie, donc de l'eau, et puis ensuite les ondes de choc vont perdre de l'énergie et donc faire de la cavitation quand ils vont rencontrer le calcul. Donc la lithotricie est apparue dans les années 80. Donc on faisait, là c'est une étude en fait qui a été faite à Tenon, mais qui correspond globalement à l'évolution des techniques en France. Donc on avait énormément de lithotricie au départ, puis après il y a eu un bond dans les années 90 quand les lithotriteurs ont été plus faciles d'accès. Donc il y a eu achat de plusieurs lithotriteurs en France. Et puis ensuite on a le développement de l'urétéroscopie souple qui a pris le pas sur la lithotricie extracorporelle. Et donc là, on voit que c'est en 2007 à Tenon où les courbes se sont croisées. Et donc actuellement, on a effectivement beaucoup plus d'urétéroscopie souple que de la lithotricie extracorporelle. Donc l'urétéroscopie souple, là, on va chercher le calcul directement par les voies naturelles. La lithotricie extracorporelle, ça reste complètement extracorporel et on ne fait que fragmenter les calculs. Donc là, Paul Merrière vous a donné les chiffres actuellement en France. On est à peu près à 67 000 urétéroscopies souples par an et à 40 000 lithotricies par an.
Malgré tout, la lithotricie garde sa place dans le traitement du calcul. Donc là, vous avez les recommandations du comité lithiase de l'AFU de 2014 et le traitement standard pour les calculs de moins de 2 cm reste la lithotricie extracorporelle. De la même façon, les guidelines de l'EAU préconisent la lithotricie extracorporelle sur ces calculs de moins de 2 cm. Alors les cas particuliers où on va faire de l'urétéroscopie souple en première intention, c'est des patients qui ont déjà eu des échecs de LEC, parce qu'habituellement les patients font toujours le même type de calcul qui récidive. Donc bon, s'il n'est pas sensible aux ondes de choc, on va privilégier l'urétéroscopie souple. Les patients qui ont des troubles de la coagulation ou qui sont sous AVK ou anti-agrégant plaquettaire, ce qui arrive de plus en plus souvent. Des calculs multiples ou urétérales associés. Donc c'est vrai que les ondes de choc, on va traiter un seul calcul par séance. Donc s'il y a plusieurs calculs dans le rein, on va privilégier plutôt un traitement par les voies naturelles qui va permettre d'aller traiter l'ensemble des calculs. Des calculs durs, donc les calculs de Bruchit sont vraiment très très durs, donc résistants aux ondes de choc. On peut avoir une idée un peu de la résistance aux ondes de choc en regardant la densité des calculs. Si on a un calcul de plus de 1200 unités Hounsfield, il a des risques de ne pas être bien sensible aux ondes de choc, donc là on peut proposer l'urétéroscopie souple en première intention. Et les calculs de cystine qui eux ne sont pas forcément durs, mais qui sont résistants de base aux ondes de choc à cause de leur liaison disulfure, qui sont plutôt élastiques en fait. Ensuite, l'obésité, là on va avoir une moins bonne diffusion des ondes de choc qui vont être diminuées par la graisse. Donc c'est plus un facteur de risque finalement d'échec de litho, c'est pas que la litho est contre-indiquée. Et puis les particularités anatomiques, comme les reins en fer à cheval, les syndromes de jonction dont on a parlé, les reins pelviens, les diverticules caniciels, qui font qu'on va pouvoir fragmenter le calcul, mais que par contre les fragments ne vont pas pouvoir s'éliminer. Donc là on préférera également d'autres techniques. Et puis ensuite on discute avec le patient, parce que maintenant, effectivement, l'urétéroscopie est un traitement optionnel de ces calculs de moins de 2 cm du rein, donc ce n'est pas une faute de proposer une urétéroscopie. Malgré tout, la lithotricie, comme je disais, reste quand même d'actualité. Alors avant de prévoir une lithotricie, il faut quand même s'assurer de l'absence de grossesse, donc débêtage léger chez la femme en âge de procréer. La stérilité des urines, un ECBU avant la séance de litho. On ne fait pas d'antibioprophylaxie pour ce geste. On va prévoir simplement une antibiothérapie si jamais l'analyse d'urine est positive, donc pour couvrir le geste. Un arrêt des traitements anticoagulants et anti-agrégants. Donc si on ne peut pas arrêter, on ne fera pas cette technique-là. Et on ne met pas de JJ systématiquement avant lithotricie extracorporelle. On mettra une double J simplement si un calcul se bloque, il y a une crise de colique néphrétique qui ne cède pas aux traitements médicaux. Donc ce traitement, l'intérêt c'est qu'il est possible sans anesthésie. Contrairement à tous les autres traitements des calculs, urétéroscopie, chirurgie percutanée, etc., où on aura une anesthésie générale, là on a une simple prémédication dans la plupart des centres. C'est un traitement qui est réalisable en ambulatoire. Le patient, alors il faut savoir quand même que le traitement dure entre 3/4 d'heure et 1 heure, entre le temps du repérage puis le temps du traitement. Donc il faut quand même que le patient puisse rester allongé sur une table pendant 1 heure sans bouger. Donc moi je préfère les faire à jeun, parce que pour éviter des nausées ou des vomissements en cas de douleur, pour éviter aussi s'ils ont bu qu'ils aient envie de pisser en plein milieu de la séance, parce qu'on va titiller le rein, donc ceux qui ont bu font arrêter, puis il faut refaire tout le repérage. Donc on le fait plutôt à jeun. La fréquence optimale, elle est plutôt basse, plutôt à 1 Hz. Donc avant, quand on les faisait sous anesthésie générale, on les faisait plutôt à 2 Hz, et puis on s'est aperçu que finalement à 1 Hz, on était plus efficace, parce que ça permet vraiment le temps du phénomène de cavitation. Et puis en plus, ils sont moins douloureux. Plus la fréquence est basse, moins ils sont douloureux. Donc c'est vrai que le traitement dure un petit peu plus longtemps, mais c'est plus efficace. La puissance doit être augmentée progressivement. Et puis on sait que l'expérience et la motivation de l'opérateur, ce sont des paramètres importants de succès de la lithotricie extracorporelle. Alors comment ça se passe? Donc on allonge le patient sur la table. On peut repérer le calcul sous scopie. Donc quand on voit bien le calcul, c'est très facile. On voit le calcul à la scopie. Et maintenant on a les machines ont évolué et on a un centrage semi-automatique des calculs.
Donc en fait, il suffit de cliquer sur l'écran en disant voilà, le calcul est là, quand on a fait un cliché de Scopie. Ça permet à la machine de repérer sur l'axe XY. Ensuite, on va basculer l'arceau de 20 degrés. Et pareil, on fait un coup de Scopie, on dit voilà, le calcul est là. Et là, ça va positionner le calcul sur l'axe Z. Et donc, la table va bouger automatiquement pour que le point focal se retrouve directement sur le calcul. Donc c'est relativement facile de localiser ces calculs. Le problème, certains calculs sont radiotransparents ou peu radio-opaques. Et puis il y a l'exposition au rayon X. Parce que comme je vous dis, le traitement il va durer quasiment 1 heure. Et puis le patient, même si on lui dit de ne pas bouger, il va bouger un tout petit peu. Et le un tout petit peu risque de faire que le calcul ne sera plus en face des ondes de choc qui sont hyper focalisées. Donc du coup, on est obligé régulièrement de refaire des coups de Scopie pour être sûr que le calcul n'a pas bougé pour relocaliser la machine. Donc plus on va faire de la Scopie, plus on va irradier le patient. Puis ces patients, ils sont souvent pas mal irradiés parce qu'ils ont tendance à récidiver au niveau de leur calcul, donc ils ont énormément d'examens d'imagerie. Et puis les autres traitements endoscopiques nécessitent également de l'imagerie. Donc il y a aussi possibilité d'un traitement, d'une localisation échographique. Donc là, l'intérêt, pas de radiation. Et puis en plus, un suivi du calcul en temps réel. Donc dans le service, on a une machine relativement récente qui nous permet de faciliter le repérage échographique. Parce qu'avant, en fait, la localisation échographique se faisait avec un échographe qui était intégré à la machine et donc qui bougeait. En fait, il fallait bouger la table pour repérer le calcul sur l'échographie. Donc c'était hyper compliqué, c'était quasiment pas utilisé. Donc là, dans les nouveautés, on a ce truc-là. Donc on a une sonde d'échographie qu'on peut utiliser, qu'on peut prendre à la main, comme chez le radiologue. Et avec ça, on peut localiser le calcul. On a une caméra stéréotaxique qui est installée au-dessus de la table de lithotricie extracorporelle et qui repère cette sonde d'échographie avec les 4 petites boules que vous voyez. Là, c'est des petits repères optiques qu'il y a sur la sonde d'échographie. On a ces mêmes repères sur la table, fixés sur la table et sur le générateur d'ultrasons. Et donc là, la caméra stéréotaxique visualise tous ces repères optiques. Donc nous, on prend la sonde d'échographie à la main, on visualise le rein et le calcul, on gèle l'image d'échographie. La caméra stéréotaxique repère l'endroit de la table, du générateur et de la sonde d'échographie. Et puis sur l'écran, on va aller cliquer, donc ça fait une triangulation, comme sur un GPS. Et sur l'écran, on va cliquer l'endroit du calcul, on valide, et la table se positionne automatiquement pour que le point focal soit sur le calcul. Ensuite, il y a un bras qu'on peut fixer à la table pour pouvoir fixer l'appareil d'échographie et suivre en direct le traitement. Donc les résultats, selon les études, on a des taux de sans fragments qui varient entre 30 et 76%. Et ces taux de sans fragments dépendent de la taille des calculs, de leur localisation. Calice inférieur, forcément, ils seront moins éliminés, même s'ils sont fragmentés, du nombre des calculs, de la composition, comme on a dit, des calculs durs seront moins sensibles aux ondes de choc, de la morphologie des cavités et, comme on a dit, de l'expérience de l'opérateur. Donc avec le suivi échographique, on a une amélioration des résultats, parce qu'on a un suivi en temps réel du calcul, une relocalisation possible au cours du traitement sans problème, très facile avec ce type d'appareil. Donc dans le service, on avait fait une petite étude et on avait vu que avant l'utilisation de cet appareil d'échographie, on avait à peu près 55% de fragmentation après litho. Et depuis l'utilisation de cet appareil, on est quasiment à 80% de fragmentation. Donc on a vraiment une amélioration en suivant le calcul en temps réel. En plus, on a une diminution de l'irradiation des patients, mais aussi des soignants qui sont dans la salle, et une ergonomie, parce qu'on n'a plus besoin de porter des tabliers en plomb pendant le traitement de litho. Donc une fois qu'on a cassé ces calculs avec ces ondes de choc, il faut éliminer les fragments.
Et donc les calculs qui sont caliciels inférieurs, c'est toujours eux qui peuvent poser problème. Et donc on a plusieurs possibilités pour aider à l'élimination de ces fragments. Donc à Marseille, ils ont fait une étude dans le service de MPR, où ils positionnent les patients, comme vous voyez, en train de Limbourg, avec un angle à 30 à 40% selon leur tolérance. Et puis, ils percutent, ils font de la percussion lombaire continue à 50 Hz pendant 10 minutes, tous les 15 jours. Après, il y a d'autres études en cours au niveau des centres thermaux. Ou alors sinon, on peut proposer aux patients d'aller faire des tours dans des parcs d'attractions ou des tours de quad, mais malheureusement, ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Je vous remercie pour votre attention. Merci Nadia. Il y a une belle évolution de la technique qui s'est modernisée par rapport à ce qui existait, avec cependant le repérage échographique qui est actuellement, on revient au bras du premier lithotripteur de chez Technomed qui était échographique, relié mécaniquement, là ce sont par un laser, mais on revient un petit peu aux bases. Donc c'est assez intéressant de voir ça. A-t-il des questions dans la salle? Pascal, oui. Merci pour votre très bon exposé. Et je vais vous poser deux questions. La première, quels sont vos taux d'échec? Et la deuxième, quelles sont vos complications? Pour avoir vécu moi-même un certain nombre de complications de la lithotripsie sur le calcul biliaire, c'est bien autre chose. Donc j'aimerais savoir si vous avez ce type de problème avec ce procédé, surtout quand on veut comparer maintenant aux endoscopies. Alors en complications, il n'y a pas beaucoup de complications. On a des hématomes périrénaux qu'on ne va pas rechercher de façon systématique comme ça. On va faire une échographie ou un scanner simplement quand les patients se plaignent vraiment de douleur. Et donc on doit être à, j'ai plus les chiffres en tête, de 4% d'hématomes périrénales. Et puis ensuite ça va être surtout les migrations lithiasiques, hein, parce que du coup quand c'est du sable, ça pose pas de problème. Quand c'est des petits fragments, ben, quand ils vont passer dans l'urtère, on peut avoir des coliques néphrétiques. Donc on peut avoir même des empierrements de l'urtère qui vont être traités par des sondes double J, puis après éventuellement par un traitement endoscopique, mais on peut toujours faire le traitement endoscopique derrière. Merci. Donc il y a beaucoup moins de complications parce que les indications sont meilleures. On traite des calculs moins gros, donc il y a moins d'empierrement, moins de coliques néphrétiques. Et on traite aussi les calculs friables. Qu'on l'a vu, tu as souligné la densité, et les calculs de faible densité se cassent beaucoup mieux, donc les morceaux s'éliminent mieux, ils sont plus fins. Et sur le taux d'échec, comme je vous ai dit, on est à peu près à 80% de réussite quand les patients sont bien sélectionnés, donc 20% d'échec. Les empierrements d'urtère, c'était inventé, enfin, le terme a été inventé par les Allemands qui créent la technique. C'est la Steinstrasse, donc la route de pierre, donc le pavé. J'ai une question qui est plus terre à terre. C'était des machines à l'époque qui me paraissaient très très chères, donc on n'avait pas encore la notion des nouvelles machines qui nous sont apparues par la suite. Actuellement, celle que vous nous avez montrée, là, le coût d'achat à peu près, vous avez une idée? Ça reste cher, hein, ça doit être dans les... Alors après, il y a la machine complète qui doit être dans les 400 000. Après, il y a aussi des petites... Il n'y a pas de consommables. Il y a quand même l'électrode à changer régulièrement. Et puis, sinon, il y a des petites machines mobiles qu'on peut fixer sur nos tables habituelles de bloc et utiliser l'arceau de bloc. Qui sont moins chers, par contre, j'ai pas le prix en tête. C'est le même fabricant. Je voudrais revenir sur les complications et notamment les hématomes. Quand on a commencé dans les années 85 la lithotripsie extracorporelle, on avait fait des scanners
à tous les patients, et effectivement, c'est extrêmement fréquent. Par contre, l'hématome symptomatique, c'est vraiment rarissime, quoi. C'est plus de peut-être 0,5 pour 1000 ou quelque chose comme ça. C'est vraiment exceptionnel. Néanmoins, on a eu des patients qu'on a dû transfuser dans tous les centres. Il y a eu une grosse expérience, ça a sûrement été comme ça. Et puis, je pense qu'on ne peut pas aussi ne pas parler de l'infection, parce que même lithotricie chez quelqu'un qui a une infection ou qui a un calcul qui a été infecté, parfois peut donner lieu à des complications septiques importantes. Tout à fait, mais comme n'importe quel type de chirurgie du calcul. Oui, ça n'empêchera pas les complications infectieuses qu'on pourrait avoir en endoscopie. Et la Steinstrasse qu'on observait au début quand on utilisait la lithotricie, avant que les centres WJ soient utilisés, permettait de voir que finalement on arrivait quand même assez fréquemment à obtenir que les fragments s'éliminent tout seuls, ou simplement par le fait de mettre une néphrostomie qui existait déjà à l'époque. Ça permettait de faire éliminer tous les fragments et on ne faisait pas du rétrocentrage.